Bonjour et bienvenue. D'abord, je dois vous présenter à toutes et à tous Joyeux Noël. Ce pour l'amitié que nous avons scellée entre vous et moi et pour une plus large majorité pour cette année qui touche petit à petit à sa fin. Joyeux Noël donc et bonne année à toutes et à tous. Nous rentrons dans le cadre de notre émission Perspective. Perspective d'aujourd'hui va, comme nous sommes à la fin de l'année, se pencher sur plus ou moins le bilan de l'année 2017. Nous allons faire ce bilan globalement sur le plan politique, social, économique, j'en passe et des meilleurs. Mais sur le plan politique, nous avons retenu entre autres la mort d'Étienne Tshisekedi, c'était en février. Jusqu'à présent, nous sommes en décembre, Tshisekedi n'a pas encore, comme disent les chrétiens, trouvé véritablement un repos éternel. Il n'a pas trouvé une demeure définitive. Il est toujours mort, mais sur cette terre des vivants. Nous allons parler également de nominations qui se sont succédées des premiers ministres. Nous avons eu, après Matata, Badibanga, puis Tchibala, ainsi de suite. Nous parlerons également, si le temps le permet, des déclarations de Martin Fayoulou contre Vital Kamerhe. Et moi, je me demande, est-ce que ces gens sont de véritables animaux politiques ou est-ce qu'ils ont un autre problème qu'ils règlent sur le terrain politique? Nous allons parler également sur cette constitution de cette plateforme et mon invité que je m'en irai vous présenter dans quelques instants nous dira c'est quoi exactement l'union entre Kamerhe, Katumbi, Félix Tshisekedi, Olivier Kamitatou, j'en passe et de meilleurs, une union sacrée de l'opposition. Déjà, des voix s'élèvent pour dire que ce n'est pas du nouveau et ça fera long feu. C'est-à-dire, ça ne va pas durer longtemps. Alors, nous avons connu également cette année, pendant cette année 2017, l'évasion des prisons en République démocratique du Congo. Le temps a été donné par la prison centrale de Makala, où nous avons entendu des points de vue plus ou moins discordantes, sinon contradictoires. Les uns ont dit que c'est l'œuvre de Bundu Dia Congo, d'autres ont imputé la chose à la milice Kamwina Nsapu. Kamwina Nsapu, pour en parler, nous allons peut-être parler de la tuerie de deux experts des Nations Unies pour atterrir, si le temps le permet, sur la date du 31 décembre 2017 dans justement une semaine. Et mon invité, c'est Maître Gabin Loulendu Moussoumari. Il est avocat, je l'ai appelé maître. Il est porte-parole adjoint et membre du bureau politique de l'UNC de Vital Kamerhe, à qui nous souhaitons également joyeux Noël et à tout son parti politique, mais également à tous les Congolais et Congolaises, comme nous l'avons eu à le faire tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, Maître Gabin. Bonjour et merci beaucoup, Monsieur Luc, pour l'invitation. Je tiens aussi à vous présenter mes vœux le meilleur pour 2018 et surtout joyeux Noël, parce qu'aujourd'hui, c'est le 25 décembre, à vous ainsi qu'à toute votre équipe et pourquoi pas vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Merci beaucoup. Mais je rappelle que c'est la première fois que je reçois sur le plateau de télévision Maître Gabin Loulendu. Ce n'est pas de mauvaise foi, mais il y a eu toujours une incompatibilité d'agenda. Mais voilà, l'année ne s'est pas totalement terminée, mais bien que nous sommes à la fin de l'année, vous voici sur ce plateau et j'en suis vraiment, vraiment fier. Soit dit en passant, maître, j'ai ouï dire que vous prépariez une thèse. Est-ce vrai? Je suis doctorant en droit
Les recherches se poursuivre et le moment opportun, les gens le sauront davantage. D'accord. Comme vous êtes doctorant en droit, une information, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a défendu, lui, le samedi passé, sa thèse de doctorat. Il est désormais professeur parce qu'il a été reçu avec la plus grande distinction. L'avez-vous appris, Maître Gabin? Je l'ai appris, donc qu'il a fait, comment dirais-je, il a défendu sa thèse les samedis. Donc je les félicite pour avoir défendu sa thèse. Et voilà, je m'arrête là. Très bien. Revenons à nos moutons, si vous voulez. L'année 2017 touche à sa fin. Quelle impression vous a-t-elle laissé sur le plan social, économique, politique? Si vous voulez en ajouter, hein, ajoutez. Non, mais l'année qui s'achève, ça a été une année catastrophique sur tous les plans, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique et sur le plan politique aussi. Donc, les bilans du président Joseph Kabila qui est au pouvoir, ça fait maintenant plus de 16 ans, est largement négatif, et 2017 nous a encore démontré que le président Joseph Kabila n'avait aucune recette à nous proposer, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. Sur le plan politique, beaucoup d'entraves aux libertés publiques reconnues aux citoyens, beaucoup d'arrestations des gens qui défendent le droit de l'homme. Les opposants sont devenus des grands criminels dans ce pays, et donc pas de progrès sur le plan politique. Il continue à rester au pouvoir alors qu'il est largement hors mandat, étant donné que son mandat a pris fin le 19 décembre l'année passée. Donc, vraiment pas de progrès. Sur le plan, comment dirais-je, et on peut aussi enregistrer la mort de pas mal de gens, notamment les experts des Nations Unies, qui ont trouvé la mort dans les circonstances non encore élucidées. La violation des droits de l'homme à gauche, à droite. Les opposants sont devenus vraiment les victimes de ces régimes, alors que l'opposition est bien reconnue par la Constitution ainsi que les lois de la République. Sur le plan économique, tout ce qu'on nous a raconté en disant que les décors étaient plantés pour que notre économie puisse comment dirais-je, être au bout fixe, puisse décoller, eh bien cela n'est pas venu. L'économie en berne, on assiste à des actes de corruption, des concussions, des détournements des deniers publics, des nominations fantaisistes au sein des entreprises publiques pour faire plaisir aux gens qui militent pour les partis politiques sans compétences managériales, etc. Donc tout cela n'a pas favorisé, comment dirais-je, n'a pas favorisé notre économie. Bien au contraire, cela a causé encore beaucoup de mal à notre économie. C'est ainsi que notre pays va mal et très mal. Et même on a enregistré pas mal d'actes scandaleux, notamment Panama Papers. On a raconté des histoires des passeports, donc les scandales en rapport avec les passeports où les gens s'enrichissent au nom du contribuable, comment dirais-je, congolais, des passeports en cours de validité qui vont être invalidés pour besoin de la cause. Eh bien, voilà un peu les actes d'irresponsabilité qui peuvent être mis sur le compte de ces régimes du président Joseph Kabila. Mais sur le plan social, oui. Sur le plan social, on se rend compte que les fonctionnaires, les militaires, les policiers et tous ceux qui travaillent dans ce pays ont vu leur situation encore s'est détériorée avec, comment dirais-je, l'inflation à laquelle on assiste au jour d'aujourd'hui. Regardez un peu, le dollar à plus de 1600 francs congolais pour un dollar, alors que les salaires des gens n'ont pas bougé. Donc, bref, le
peuple congolais se retrouve encore plus en difficulté aujourd'hui qu'hier. Raison pour laquelle l'alternance démocratique est voulue par notre peuple, parce que seule l'alternance démocratique permettra que ces régimes partent et que nous voyons comment nous pouvons construire l'économie de ce pays et donner les sourires à son peuple. Mais sur le plan politique, disais-je, vous ne citez pas la République démocratique du Congo qui a été reçue comme membre du comité des droits de l'homme de l'ONU. Ça vous a échappé ou vous l'avez fait exprès? Non, mais c'est même une insulte à la communauté des droits de l'homme, c'est même une insulte à ceux qui, comment dirais-je, qui défendent le droit de l'homme jour et nuit, de voir un pays, un régime qui est basé sur la violation massive des droits de l'homme dans tous ses aspects, accéder à cette dimension, notamment en appartenant désormais à une communauté des gens qui défendent le droit de l'homme à travers le monde. Donc c'est un non-événement parce que nous estimons que ces régimes, sa place, ce n'est pas à la communauté de ceux qui défendent le droit de l'homme. Ce régime, sa place, c'est à la Cour pénale internationale. Donc, le fait d'avoir accédé, bien évidemment, à cette communauté des pays qui défendent le droit de l'homme, ça a été un coup fatal donné aux droits de l'homme. Et la preuve, c'est que vous voyez comment les manifestations, pourtant prévues par la Constitution, sont interdites pour les opposants. Seuls les gens du PPRD, de la mouvance présidentielle, peuvent se mouvoir à travers les territoires nationaux sans donner la possibilité aux opposants. Bref, ça c'est un non-événement, c'est même une insulte à la communauté de ceux qui défendent les droits de l'homme. Je recevais, je crois, en 2009, Maître Moïse Nyarugabo, parce que vous avez cité la Cour pénale internationale. Il me disait sur ce plateau même que, attention Luc, les transférés risqueraient de devenir les transférants. Et les transférants risqueraient de devenir les transférés. Vous croyez qu'il a eu raison, Maître Moïse Nyarugabo? Bon, à chacun ses propres expressions. Toujours est-il que nous constatons que les choses ne se passent pas très bien et que, à mon humble avis, pour toutes les violations de droits de l'homme qui ont été perpétrées dans ce pays, nous pensons qu'il faut absolument que les auteurs puissent être traduits devant les instances judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes, parce que on ne peut pas imaginer aujourd'hui que les grands criminels soient les paisibles citoyens qui défendent le droit de l'homme. Les organisations de la société civile en payent les plus grands, comment dirais-je, les plus lourds tributs. Nous estimons que cela est tout à fait inacceptable. Maintenant, on ne peut pas laisser les auteurs, comment dirais-je, de ces actes ignobles impunis. Il faut que la justice s'active, aussi bien la justice internationale que nationale, pour mettre hors d'état de nuire tous les responsables des actes de violation des droits de l'homme. Mais sur le plan économique, on a créé quand même des richesses en République démocratique du Congo. Le PIB est passé de 300 à 400 dollars par individu. C'est quand même une légère amélioration. Légère, bien sûr, par rapport à d'autres pays qui avoisinent les 500, les 1200, ainsi de suite. Mais tout ce qu'on raconte là, la population congolaise ne le ressent pas. Lorsqu'on vous met à la tête d'un pays ou bien à la tête d'un gouvernement, ou lorsqu'on vous attribue des responsabilités, c'est pour changer la vie de vos concitoyens, ou en tout cas de vos frères et sœurs. Est-ce que vous avez l'impression que ce régime a changé la vie des Congolais? Combien touche un fonctionnaire? Autrefois, le fonctionnaire, avec ses 80 000 ou 90 000 francs congolais, ça représentait 100 dollars. Au jour d'aujourd'hui, que le dollar est à 1600 ou au-delà, ça veut dire que les fonctionnaires ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat. De quoi on parle? C'est des choses qui pourtant se présentent comme étant des évidences sur lesquelles on ne peut même pas discuter. Donc, ce régime a tellement montré des limites et que quand j'entends les gens dresser un portrait louangeux ou laudatif de ce régime, je me dis, mais franchement,
je ne savais pas que le miel et le lait avaient un pouvoir enivrant plus que le whisky, parce que même ceux qui prennent le whisky ne peuvent pas réfléchir de cette façon-là. Donc ces gens se sont tellement contentés des beefsteaks à telle enseigne qu'ils ont refusé de voir ce que même les aveugles peuvent voir. Nous disons que le jour de ces régimes sont comptés, eh bien, on se battra pour que l'alternance démocratique puisse avoir lieu, et c'est pour très bientôt. Est-ce que vous pensez que cette alternance dont vous parlez tant, vous, opposants, ce serait le passage, comme disent les Chinois, du yin au yang, c'est-à-dire du pôle négatif des choses au pôle positif des choses, Maître Gabin? Non, mais vous savez que ce pays a énormément de potentialités. Il suffit seulement d'avoir un peu de bon sens pour que ce pays décolle. Il suffit seulement d'avoir des gens qui donnent des orientations et des directions en disant, écoutez, ceux qui volent l'argent de l'État vont en prison, ceux qui se caractérisent par les actes de corruption, des détournements des deniers publics vont aller en prison, voir comment on peut diversifier notre économie en mettant l'accent sur l'investissement, parce que c'est l'investissement qui crée la richesse, et bien pour que l'économie de ces pays décolle. Aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à une économie des prédations, du clientélisme, etc. C'est quoi au juste? C'est que vous ne pouvez pas vouloir construire un État lorsque vous consacrez l'essentiel de ses ressources au fonctionnement ou au prestige des institutions. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un pays comme la Suède, qui est parmi les pays riches du monde, les ministres prennent des bus? Vous vous rendez compte? Et même les bicyclettes. Et même les bicyclettes. Et quand vous arrivez en Suède, c'est que dès que vous achetez une bicyclette électrique, l'État paye 25% du montant de la bicyclette. Parce qu'on veut bien encourager les gens à prendre ce moyen. Mais ici, plus nous sommes pauvres, plus les gens font leur spectacle en route. Au jour d'aujourd'hui, comment on identifie l'autorité de ces pays? On identifie l'autorité de ce pays par le cortège. Par le cortège, les spectacles qu'on fait dans la rue, en terrorisant les paisibles citoyens, etc. C'est de cette façon-là. L'irrespect des signaux, voilà, des signalisations. Voilà. Donc, bref, c'est ce à quoi on assiste. Vous pensez que des gens comme ça ont une vision pour les pays? Non, on ne va pas prendre suffisamment d'argent sans investir, parce que c'est l'investissement qui crée la richesse. Le peu d'argent dont nous disposons, ça va dans le fonctionnement, ça va dans les prestiges des individus, à telle enseigne que notre économie ne décolle pas. Ce décollage viendra avec vous, vous pensez? Mais bien sûr, parce que nous avons une vision claire. Nous savons par où il faut appuyer pour faire décoller ce pays. Eh bien, nous voulons voir le président Joseph Kabila vivant dans ce pays. Nous allons non seulement lui donner la leçon de la démocratie, des respects des droits de l'homme, mais il va voir comment ce pays va se développer dans 5 ans, 10 ans de façon spectaculaire. Donc, ces gens n'ont pas de vision, ils n'ont aucune offre politique, ils n'ont plus de discours, ils n'ont plus de bilan. Et par voie de conséquence, ils n'ont qu'à prendre leur clic et clac. Alors, en cette année 2017, on a vu, bon, ça c'est sur le plan politique ou social, comme vous voulez, la mort d'Étienne Tshisekedi. Cette disparition et le non-enterrement de Tshisekedi pendant toute une année vous a laissé quel goût? Est-ce que l'année 2017 vous laisse-t-elle un goût amer? C'est vrai que lorsque nous avons appris la mort d'Étienne Tshisekedi Mulumba, paix à son âme, ça a été vraiment un coup dur, parce que Étienne Tshisekedi Mulumba, qu'on l'aime pas, c'est une icône de notre vie politique, de par sa lutte politique, de par son œuvre. C'est vraiment un monsieur respecté et respectable. Et les gens continueront à se souvenir de ces grands hommes. Et lorsque nous avons appris la mort d'Étienne Tshisekedi Mulumba, nous avons été complètement abattus. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout homme meurt, mais tout l'homme ne meurt pas. Les œuvres d'Étienne Tshisekedi Mulumba continueront à l'accompagner. Et d'ailleurs, plus que beaucoup qui ont fait 16 ans au pouvoir, parce que quand vous prenez
ceux qui sont aux commandes de cet État et Etienne Tshisekedi Mulumba, à qui on n'a pas vraiment donné la possibilité de montrer de quoi il était capable, les gens se souviennent plus d'Etienne Tshisekedi Mulumba que des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce que Etienne Tshisekedi est toujours avec nous sans être avec nous, parce que ses idées, les idées qu'il a défendues, restent en nous et nous allons continuer à les défendre. Mais ce qui est grave, c'est que une personnalité d'une telle envergure, on ne peut même pas lui accorder une tombe paisible pour ne serait-ce laisser le corps d'Etienne Tshisekedi Mulumba, ça pose des problèmes. Donc on a eu peur d'Etienne Tshisekedi Mulumba, aussi bien quand il était vivant que quand il est mort. C'est pour vous dire que c'est des gens sans le sens des responsabilités, raison pour laquelle les départs de ces gens permettra d'avancer sur pas mal d'aspects de choses, et nous pensons que enterrer Etienne Tshisekedi fait partie des priorités, parce que ce monsieur mérite une tombe paisible, et que une fois que ce régime part, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'Etienne Tshisekedi Mulumba puisse être enterré avec beaucoup d'honneur dans la terre de ses ancêtres. Il le mérite. Il le mérite. Dans sa valise, la valise d'Etienne Tshisekedi, si on l'ouvre, on verra entre autres les dossiers de pendus de 1966. Ça laisse quand même une tache noire dans son parcours sur cette terre de sable. La force d'un être humain, ce n'est pas le fait de n'avoir pas commis des erreurs dans son passé. La force d'un être humain, c'est de dire oui, j'ai commis des erreurs dans le passé, mais je peux voir dans la bonne direction. C'est ça la force d'un être humain. C'est pour cette raison que nous disons l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Chacun de nous a ses propres erreurs, mais à un moment donné de la vie, il faut dire oui, j'ai été d'une façon ou d'une autre pas correct, j'ai dû faire des choses répréhensibles, maintenant je change de cap pour aller tout ça. Au jour d'aujourd'hui, qui sont capables encore de se souvenir de ces passés-là, parce que finalement, la lutte d'Etienne Tshisekedi Mulumba l'a placé dans une situation où les gens voient plus la lutte d'Etienne Tshisekedi Mulumba, les combats et les idées qu'Etienne Tshisekedi Mulumba a menées que son passé. Donc bref, moi je dirais, chacun de nous, comment dirais-je, a des erreurs, mais le plus important, c'est d'assumer ces erreurs et surtout de dire, nous n'allons plus les répéter. Et je pense qu'Etienne Tshisekedi Mulumba, au jour d'aujourd'hui, c'est un grand homme et les gens se souviennent plus de sa lutte politique que les petites erreurs ou les erreurs qu'il a commises dans un passé. Bon, on a cru que Etienne Tshisekedi allait trouver véritablement un repos éternel avec Tshibala. D'abord, Badibanga. Badibanga est passé. Tshisekedi n'est pas toujours enterré. Tshibala est entré. Tshisekedi n'est pas toujours enterré. Qu'est-ce que vous retenez de cette nomination successive de Badibanga, puis Tshibala? Est-ce que ça peut changer quelque chose sur la sphère politique, sociale, économique du pays? Non, on leur a tout simplement accordé les bénéfices du doute parce que on ne voulait pas se précipiter en le condamnant sans le voir en œuvre, mais sauf pour les naïfs, mais tous ceux qui sont avertis et qui connaissent très bien notre scène politique, tout le monde pouvait bien s'attendre à ce que ces gens ne fassent rien. Parce que ils sont pratiquement, vous savez, les régimes du président Joseph Kabila a choisi les faiblards, parce que justement, il était bien conscient qu'en prenant les faiblards, il les détachait de leur base arrière, et en les détachant de leur base arrière, il les rendait vulnérables politiquement. Et en les rendant vulnérables politiquement, il pouvait les amener à gauche, à droite, comme des moutons de panure. C'est ce qui s'est passé. Regardez, lors de la signature de l'accord du 18 octobre 2016, alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Vital Kamerhe comme Premier ministre, non, il est allé choisir Sami Badibanga, tout en sachant que Sami Badibanga a été coupé de sa base arrière, notamment l'UDPS, donc il les rendait ainsi vulnérables politiquement,
et il pouvait l'amener à gauche, à droite, comme un mouton de panurge. Aujourd'hui, qui se souvient encore que Samy Badibanga a été Premier ministre dans ce pays? Personne. Peut-être que seuls les historiens se souviennent encore. Mais même vous qui êtes journaliste du présent, je pense que c'est incidentiellement que vous l'avez cité, vous n'avez plus souvenance que Samy Badibanga a été Premier ministre. Il sera de même que Bruno Tshibala, le fruit du débauchage, tout en sachant que, comment dirais-je, il a été débauché et il est également coupé de sa base arrière, même si au jour d'aujourd'hui ils font un peu leur théâtre politique en disant oui, il est président de l'UDPS, mais tout le monde sait qu'il ne représente rien aux yeux de l'opinion. C'est ainsi qu'il est également coupé de sa base arrière, il est devenu politiquement vulnérable et on l'amène à gauche, à droite comme un mouton de panure. Et on sait comment ça va se terminer. Ainsi, l'aventure et la théâtralisation de la vie politique va continuer. Alors, la nomination de Badibanga puis Tshibala vous laisse-t-elle un goût amer ou c'est parce que le contexte sociopolitique est tel que ils ne pouvaient pas faire mieux que ce qu'ils ont fait? Mais pourquoi vous acceptez des responsabilités lorsque vous savez que vous ne pouvez pas les assumer? Moi, si je sais que je ne peux pas assumer des responsabilités, ou si je sais que je suis déjà voué à l'échec parce que j'ai horreur de l'échec, je dois m'interdire d'accepter les responsabilités. Le vrai problème, c'est que c'est des gens qui ont accédé au pouvoir pour leur prestige personnel, parce qu'au moins dans les annales du pays, on va retenir que tel a été Premier ministre, même si le peuple ne retient pas le nom de ces gens-là. Donc, bref, c'est des gens qui sont à la disposition du pouvoir, en principe du régime du président Joseph Kabila. Ça n'a pas été des vrais premiers ministres, c'est des gens qui sont là, téléguidés, on leur dit ce qu'ils doivent dire, on leur dit ce qu'ils doivent faire, à telle enseigne qu'on ne peut rien attendre d'eux. Bruno Tshibala, on va l'oublier, comme on a oublié Samy Badibanga. Peu se souviennent encore de Samy Badibanga comme Premier ministre, alors qu'il s'agit d'un passé très très récent, de quelques mois seulement. Mais les gens ont oublié que ce monsieur a été Premier ministre. Et Bruno est là juste pour besoin de la cause, mais même eux savent que Bruno ne représente rien. C'est ainsi que le secrétaire général du PPRD, lors de la messe noire à l'hôtel du Fleuve, avait lâché en disant nous avons un Premier ministre qui vient je ne sais de quel bord. Vous voyez? Et pourtant ils disent que ce monsieur vient du Rassemblement, vient de l'UDPS. Mais en catimini, c'est là où vraiment la vérité réjaillit, et ils disent on ne sait pas de quel bord. Bref, ne passons pas notre temps à parler des gens parce qu'on va leur donner beaucoup d'importance. Alors, la constitution de cette union, Kabere, Katumbi, Félix Tshisekedi, Olivier Kabitatou, j'en passe et des meilleurs, est-ce que ça préfigure quelque chose sur la scène politique congolaise? On peut raconter tout ce que l'on veut, on peut parler de l'opposition comme l'on veut, mais l'opposition a bien évidemment ses figures emblématiques, c'est des leaders incontestés, incontestables jusqu'à ce jour, à moins que les choses changent dans les années qui viennent, il faut faire avec. Au jour d'aujourd'hui, au niveau de l'opposition, vous avez Katumbi, vous avez Vital Kamerhe, vous avez Félix Tshisekedi. Si vous avez déjà les trois là, ça veut dire que d'une façon générale, vous avez l'essentiel de l'opinion congolaise. Je parle d'une façon générale de l'opinion congolaise au niveau de l'opposition. Regardez lorsque l'ambassadrice des États-Unis arrive ici à Kinshasa, elle reçoit quand même l'opposition. Nikki Haley. Qui a été reçu. Donc vous allez vous rendre compte, c'est la même configuration aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et les rassemblements. C'est ça la configuration. Alors qu'il y a un Premier ministre qui est là, qu'elle n'a pas reçu. Il y a également, comment dirais-je, le président du CNSA qui est là, mais qui n'a pas été reçu.
Mais on s'est intéressé à Jean-Pierre Bemba, mais comme il est en prison, c'est Madame Eve Bazaïba, son secrétaire général. On a pris Vital Kamerhe, on a pris bien évidemment les rassemblements à travers les tandems, comment dirait Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. La réalité, elle est là, qu'on les aime pas, ce sont des gens qui ont pignon sur rue, et si vous voulez la paix, il faut faire la paix avec eux. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, que ces gens mettent de côté leurs égos et qu'ils disent que nous pouvons mettre ensemble un plan d'action, des stratégies pour bouter dehors ces régimes et ainsi obtenir l'alternance démocratique, je pense que tous ceux qui aspirent à l'alternance démocratique doivent encourager cette initiative. Ce n'est pas une plateforme électorale parce que on va trop loin alors que l'essentiel nous ne l'avons pas encore obtenu. Ici c'est plus une plateforme qui, à ce jour, c'est pas encore une plateforme formelle, mais c'est des gens qui ont déjà exprimé leur volonté de cheminer ensemble pour avoir l'unité d'action de l'opposition, pour obtenir les élections dans ce pays. Et maintenant, quand on va s'approcher de ce moment, il sera question de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de développer une compréhension commune pour avoir une candidature commune. Mais ça, c'est une étape qui peut venir ou qui pourrait venir après. Mais dans un premier temps, il est d'abord question que nous puissions rassembler nos forces, bouter dehors ces régimes qui appauvrissent le peuple, qui humilient le peuple chaque jour qui passe, qui nous met dans une souffrance incroyable, indescriptible, et puis par la suite voir qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir gagner les élections. Est-ce que, là-dessus justement, est-ce que votre démarche est rationnelle, puisque finalement, la question de la candidature unique, nous savons que Vital Kamerhe s'est déjà présenté comme candidat au présidentiel, ça n'a pas été fameux, et dans cette union, il y a Félix Tshisekedi qui est pressenti candidat pour son parti politique, il y a Moïse Katumbi qui s'est même déclaré candidat et a trouvé une base, si vous voulez, qui l'appuie. Il y a Vital Kamerhe qui n'a pas encore dit non à ses ambitions présidentielles. Vous ne trouvez pas que ça a l'air d'être plus un panier à crabes plutôt qu'une réalité sociopolitique déterminée à conquérir, à conserver et à exercer le pouvoir? D'abord, j'insiste sur le fait que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la plateforme électorale. Même les rassemblements qui avaient été créés, ce n'était pas une plateforme électorale. On est tous d'accord. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la plateforme électorale. Il est tout à fait normal que chacun puisse pouvoir exprimer ses ambitions. Tout ça, c'est tout à fait logique. Mais le moment viendra où les grands leaders vont pouvoir se retrouver pour pouvoir dire quelle direction nous prenons. Mais dans un premier temps, c'est l'unité d'action de l'opposition, comme ce fut les cas, c'est-à-dire nous voulons l'alternance démocratique, nous avons un régime qui nous bloque, qui bloque tout progrès vers l'alternance démocratique, nous devons le contraindre à comprendre que l'alternance démocratique est irréversible. Et partant de cela, les uns et les autres doivent se retrouver pour constituer une force afin de l'amener là. Maintenant, par la suite, il sera question de dire les élections maintenant se pointent à l'horizon, comment nous allons pouvoir nous présenter, est-ce que nous allons par ordre dispersé ou nous présentons une seule candidature, ce qui sera encore beaucoup plus logique. Attendons encore, le moment viendra. Mais parce que vous avez fait allusion à Vital Kamerhe en parlant de 2011, beaucoup de langues, vous avez même suivi Boussa Nyamwisi, vous dire qu'au regard des vrais résultats, celui qui avait été élu comme président de la République, c'était Etienne Tshisekedi Mulumba, et que le deuxième, c'était Vital Kamerhe, et Joseph Kabila venait en troisième position. Parce que tout simplement, les élections, la fraude avait atteint des proportions inquiétantes en 2011, à telle enseigne que Dieu seul sait qui avait été élu, qui était premier, qui était deuxième, qui était troisième. Même si formellement, on nous a dit
que c'était Joseph Kabila qui était vainqueur, mais tout le monde sait que cette élection, c'était une tricherie sans commune mesure. La métaphore des 3 faux pénaltys utilisés par Moïse Katumbi peut déjà nous renseigner qu'il y a eu des choses qui se seraient passées. Mais maintenant que vous vous rassemblez et vous ne voulez pas fixer véritablement les caps sur le sort de ce que vous devrez faire lors des prochaines élections, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de tourner autour du pot, alors que concrètement, les 3 leaders ou les 4 devraient se convenir sur qui va être président? Les élections sont à un seul tour, monsieur. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est tout simplement un problème d'approche et de méthode. Pourquoi nous allons... Vous croyez que votre méthode est bonne? Je dis pourquoi nous allons déjà commencer à dire que nous allons avoir un éléphant alors que nous ne l'avons pas encore abattu. Il faut commencer par arrêter des stratégies pour abattre l'éléphant. Une fois que l'éléphant est abattu, maintenant on va dire qui va prendre la tête, qui va prendre, comment dirais-je, les pieds, etc. Bref, c'est un problème de méthode. Et nous pensons que pour le moment, ce qui nous intéresse, que les élections s'organisent. Et maintenant, quand on va être à l'approche de ces élections, parce que tout aura été fixé, on peut maintenant dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va par ordre dispersé avec toutes les conséquences qui en découlent, ou bien on choisit un candidat unique. Mais ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Commençons d'abord par régler les fondamentaux qui nous amènent vers les élections. Et une fois que cela est assuré, en ce moment-là, je pense que c'est des gens qui ont déjà bien compris aussi les leçons du passé et qui vont s'en servir pour prendre des décisions en bon escient. Alors, cette union-là, d'aucuns pensent que c'est vraiment vulnérable à souhait, parce que déjà au sein de l'opposition même, il n'y a pas une seule voix. Nous avons entendu M. Martin Fayoulou s'en prendre à M. Kamere. Vous allez nous dire, vous êtes le porte-parole adjoint de l'UNC, ce qui ne va pas entre M. Kamere et M. Fayoulou, qui a dit, si Kamere est là, moi je ne viens pas. Fayoulou ne croit pas à M. Kamere. Que se passe-t-il exactement? Bon, mais en principe, ça me gêne que je vienne parler de l'opposition parce que... Non, vous devez en parler. Oui, moi... Parce que c'est une affaire nationale et vous êtes, me semble-t-il, l'une des bouches les mieux placées pour en parler. Oui, c'est ce que je dis. Je vais quand même m'adonner à cet exercice en répondant à votre question. Mais en principe, c'est des questions qui me gênent parce qu'en principe, lorsque nous sommes tous de l'opposition, on doit s'interdire d'avoir un tel comportement parce que justement... Vous vous gênez de la fragilité de l'opposition ou vous vous gênez de l'impromptitude des uns et des autres, ou encore vous vous gênez parce que finalement le grand secret sera mis sur le plateau, sur le devant de la scène, au vu et au su de tous? Non, je me gêne parce que quand nous sommes de l'opposition, c'est-à-dire nous formons un bloc contre la mouvance présidentielle. Donc notre adversaire politique, c'est la mouvance présidentielle. Ça n'a pas l'air d'être ainsi. Non, oui, justement, notre adversaire politique, c'est la mouvance présidentielle. Nos adversaires politiques ne se trouvent pas dans l'opposition, mais se trouvent dans l'autre camp. En principe, la logique aurait exigé que nous puissions être soudés autour de nous, c'est-à-dire entre nous, pour pouvoir affronter la majorité. Mais si, entre nous, on se jette des pierres, cela est tout à fait inadéquat et inacceptable et par conséquent contre-productif. Mais parce que vous me posez la question, c'est aussi le lieu de dire à notre frère Martin Fayoulou de mettre un peu de l'eau dans son vin. Parce que observez bien la scène politique. On dit non, mais écoutez, Vital Kamerhe a trahi. On est en 2006. En 2006, l'UDPS a refusé de se présenter, comment dirais-je, aux élections. Les élections ont 2 tours. Et au second tour, il y a Jean-Pierre Bemba face au président Joseph Kabila. L'UDPS n'a pas soutenu Jean-Pierre Bemba au second tour.
On proclame les résultats, soi-disant, le président Joseph Kabila a gagné les élections. On arrive en 2011. Lors du congrès de l'UNC, le congrès décide que le président Vital Kamerhe puisse représenter notre cher parti, l'Union pour la Nation congolaise. Il est candidat. Le MLC n'a pas de candidat parce que Jean-Pierre Bemba est en prison. Mais le MLC n'a pas non plus soutenu Étienne Tshisekedi Mulumba. Mais les gens n'ont pas vu tout cela. Tous les péchés du monde, c'est l'honorable Vital Kamerhe, etc. Il n'a pas soutenu les vieux. L'Union pour la Nation congolaise, qui avait son candidat, était dans l'obligation de soutenir Étienne Tshisekedi Mulumba, mais l'MLC, qui n'avait rien à perdre parce qu'il n'avait pas de candidat, n'a pas non plus soutenu le vieux Étienne Tshisekedi Mulumba. Encore que, même si Vital Kamerhe avait soutenu le vieux Étienne Tshisekedi Mulumba, parce que 2011, c'est une élection qui a été truquée, alors que nous, à travers notre stratégie d'encerclement, nous pensons que cette élection a été gagnée par Étienne Tshisekedi Mulumba. Parce que nous avons, comment dirais-je, raflé suffisamment de voix dans la partie orientale, empêchant ainsi le président Joseph Kabila d'accéder, de se succéder à lui-même. Mais malheureusement, Ngoï Mulunda nous a proclamé comment Joseph Kabila comme étant vainqueur. Telle est la réalité. Alors que Martin Fayoulou lui-même, en 2006, il a brillamment soutenu André Kimbuta, alors que nous savons qu'aujourd'hui, dans la gestion de cette ville, la gestion elle est catastrophique. Signé qui? Signé le gouverneur André Kimbuta. Donc, il a également une part des responsabilités. En 2011, il estime que l'UNC devait obéir au mot d'ordre d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Mais lorsqu'il y a élection et que finalement Étienne Tshisekedi Mulumba demande aux gens de ne pas aller au Parlement, lui n'a pas obéi à ces mots d'ordre, il est allé, comment dirais-je, au Parlement. Et lorsqu'on pose la question, on dit non, nous n'étions pas de l'UDPS, nous sommes d'un autre parti, donc ce mot d'ordre concernait l'UDPS. Alors, donc, vous voyez que pour ne pas aller, quand il faut s'interdire d'aller au Parlement, il se démarque de l'UDPS, mais il pense que l'UNC était de l'UDPS pour pouvoir obéir au mot d'ordre de l'UDPS. Appréciez vous-même, comment dirais-je, les contradictions. Encore que, pour chuter, je pense en 2013, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a les concertations nationales. Le MLC va aux concertations nationales. L'UDPS et l'UNC et d'autres partis ont rejeté les concertations nationales. Et par la suite, l'UDPS va négocier avec le pouvoir à Ibiza, à Monaco, vous connaissez la suite, etc. Et par la suite, l'UNC va négocier également avec le pouvoir à travers les dialogues de la Cité de l'Union africaine. Et enfin, tout le monde va négocier avec le pouvoir dans les dialogues qu'on a appelés les dialogues de la CENCO. Donc, si on veut regarder qui a négocié avec le pouvoir, vous allez vous rendre compte que tous les grands partis politiques ont négocié avec le pouvoir. Les MLC, concertation nationale, l'UDPS, Ibiza et consorts avec le pouvoir, presque en catimini, etc. L'Union pour la Nation congolaise, lors de la Cité de l'Union africaine, et en fin de compte, la CENCO. Les leçons qu'on doit tirer de tout cela, c'est de dire, le président Joseph Kabila n'est pas un homme crédible et que fort de l'expérience du passé, à travers les concertations nationales pour les MLC et d'autres, à travers Ibiza, Venise et autres pour l'UDPS, à travers la Cité de l'Union africaine pour l'UNC et à travers la CENCO presque pour tout le monde, tirons-en des leçons. Désormais, nous ne pouvons plus négocier avec lui, parce que même si nous négocions avec lui, il ne tiendra pas parole et il nous a démontré suffisamment. C'est pour cette raison que nous refusons tout dialogue désormais avec lui, parce qu'on a tiré les leçons de nos erreurs du passé, parce qu'on a pensé qu'en négociant avec lui, on réglait les problèmes. Mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas réglé le problème, il faut changer de cap. Est-ce que faudra-t-il pour autant commencer à s'étirer? Parce que chacun de nous a dû, d'une façon ou d'une autre, commettre ses erreurs.
à travers cet exercice que je viens de faire pour voir qu'on n'aurait pas dû discuter avec lui, mais chacun a pensé de bonne foi qu'on pouvait discuter avec lui pour trouver des solutions au pays. Ça n'a pas été fait. Tirons-en les conséquences, chacun en sa manière, en fonction de son expérience, pour que nous puissions voir dans quelle direction nous pouvons avancer. Mais dire non tel, comme si tous les autres étaient irréprochables, à travers cet exercice qui est irréprochable. Nous tous, d'une façon ou d'une autre, on a dialogué avec le pouvoir, et au jour d'aujourd'hui, nous en tirons les conséquences et les leçons pour l'avenir. Gaston Bachelard disait les erreurs répétées constituent la science. La science, c'est donc une succession d'erreurs rectifiées au fil des ans, au fil du temps. Mais votre dernière détermination, là où vous êtes tous d'accord, c'est d'aller aux élections. La loi électorale a été promulguée très rapidement, Monsieur Gabin Lolendou. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cette loi électorale qui a été déposée par le ministre, le projet par le ministre de l'Intérieur? Non, mais c'est pratiquement une loi de Joseph Kabila pour perpétuer son régime. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise là-dedans? D'abord, une démocratie des riches. On pensait que, comment dirais-je, les votes censitaires étaient révolus. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que le vote censitaire reste d'actualité dans la mesure où il faut maintenant que les plus riches puissent pouvoir participer au vote. La caution ou les cautionnements de 1 000 $ par candidat et non par liste. Ça dérange parce que on est tous conscients que le pays va très mal, mais plus le pays va très mal, plus on augmente la caution. Ça veut dire qu'on veut écarter les gens de la course. Deuxièmement, c'est cette machine à tricher pour gagner, instituée par Corneille Nangaa. Est-il logique au jour d'aujourd'hui d'instituer la machine à voter en l'expérimentant à grande échelle, alors qu'il faut commencer par une petite échelle et voir comment ça évolue, de telle sorte qu'on puisse l'appliquer sur des millions de Congolais. Et puis en plus de cela, c'est le seuil de représentativité d'1% au niveau national. Ainsi, on écarterait des gens qui vont être élus au niveau de la base, tout simplement parce qu'ils n'auront pas atteint. Voilà des choses pour lesquelles nous rejetons cette histoire de machine à voter. Très bien. En journalisme, il n'est pas bon de poser 2 questions à l'invité. Mais je vais violer la loi, vu le temps qui nous reste. Je vais vous poser 2 questions, vous allez tenter de répondre. Luzolo Bambi enclenche la machine pour l'arrestation de certaines personnalités, vous avez su. La toute dernière question, vous allez y répondre la journée du 31 décembre 2017. Commencez rapidement par Luzolo Bambi. Mais écoutez, c'est une aventure qui a commencé il y a longtemps. Ce régime, c'est un régime de prédation. Ce régime, c'est un régime qui est basé sur la corruption, la concussion, la gabégie. On ne peut pas prendre un régime basé sur toutes ces antivaleurs et penser que ce régime peut apporter des réponses à ces antivaleurs. Parce que sa survie est basée sur toutes ces antivaleurs. Les détournements des deniers publics, la gabégie, la concussion et la suite. Donc ce régime est mal placé pour lutter contre la corruption, la concussion, etc. C'est un peu du cosmétique politique, donner l'impression qu'on veut maintenant faire alors qu'en réalité on ne va rien faire, etc. Koko Nyangi, que vous connaissez très bien, vous connaissez l'affaire FPI? Tout à fait. Comment vous pouvez, alors qu'il y a des rapports qui indiquent qu'il y a des gens qui ont pris l'argent du FPI, comment vous pouvez prendre des gens comme ça et les nommer à des postes de responsabilité? Bref, ils n'ont qu'à se régler un peu, mais nous pensons que c'est du cosmétique politique. Maintenant, concernant l'affaire du 31 décembre, nous sommes tous mobilisés parce que nous voulons l'alternance démocratique dans ce pays. Les 31 décembre, l'Union pour la nation congolaise se joint aux catholiques ainsi qu'à toutes les forces politiques et sociales du pays pour dire non à ces régimes, parce que nous ne pouvons pas continuer à accepter les humiliations, nous ne pouvons pas continuer à laisser ces gens prendre tout un peuple en otage. Ils n'ont aucune vision, avec un bilan largement négatif, mais ils veulent s'imposer à la tête du pays. Nous disons non, non et non, et nous allons pouvoir marcher et montrer que grâce à la détermination d'un peuple, les changements est possible. En un mot,
l'année 2017 vous laisse un goût amer. Que dites-vous aux Congolais qui vous suivent maintenant? J'ai dit aux Congolais, une lueur d'espoir est permise, nous devons continuer à espérer, mais les développements socio-économiques de ces pays ne sera nullement l'œuvre d'une génération spontanée. Mettons-nous ensemble, mobilisons-nous pour les changements dans ce pays, et c'est possible. Nous devons dire non à ces gens qui ont lamentablement échoué, et on ne peut rien attendre de ces régimes du président Joseph Kabila. Tant que le président Joseph Kabila va continuer à rester au pouvoir, rien ne changera dans ce pays, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Son départ est plus que nécessaire. Alors, monsieur Gabel Loulendu, Moussoumari, je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté mon invitation et de passer sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vous souhaite, et je vous le réitère, mes voeux le meilleur des succès, de bonheur pour l'année 2018. C'est une année, dit-on, électorale. À vous et à votre famille politique, à tous les Congolais qui nous auront suivis durant cette année 2017, je vous souhaite, je vous le réitère, me veut le meilleur pour l'année 2018, une année où nous pourrions peut-être expérimenter ce que le chef de l'État lui-même avait promis, le passage civilisé des pouvoirs. L'alternance entre un président entrant et un président sortant. Que cela se passe dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude, pour tous et pour chacun. Monsieur Loulendu, je vous remercie de tout cœur, une fois de plus, d'avoir accepté mon invitation et d'être venu sur ce plateau. Mais désormais, ce plateau vous appartient. Si vous en avez envie, si vous avez besoin de communiquer, n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous et à bientôt. La rediffusion, c'est déjà ce mardi à partir de 11h. Merci beaucoup. Merci beaucoup.